étant donné que pendant très longtemps, le régime a eu des relations difficiles avec les évêques catholiques? En fait, je souhaiterais faire la part des choses entre la foi pratique et les religions. Puisque il y a ce qu'on appelle la religion catholique ou religion protestante, auquel chaque chrétien peut exercer sa foi. Et dans chaque religion, ils ont ce qu'on appelle leur doctrine, auquel ils défendent par rapport au passé ou à l'histoire de l'Église. Alors, Emmanuel Ramazani Shadari, il est parti à l'église, c'était pas pour un clin d'œil, puisque par rapport à la foi, on ne fait pas plaisir ni à l'évêque, ni au pasteur, mais on rend grâce à ces dieux qui fait que le pasteur et qui est le berger soit là pour prier pour nous et pour recevoir de lui le bénédiction qui viennent de Dieu. Donc je crois que c'était une profession de foi concrète d'Emmanuel Ramazani, pas face à la religion catholique, mais face à son Dieu qui est le Dieu créateur. Il y a un débat, hein? Et d'ailleurs ce débat fait rage sur faut-il associer Dieu dans les affaires politiques? Merci beaucoup. Je pense s'il faudrait associer Dieu dans le débat de la politique, cette question mérite d'être posée. Moi, comme vous me voyez, je suis l'œuvre de la politique de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans sa politique programme, a souhaité que je sois créé conformément à son image et à sa ressemblance pour un objectif donné, pour une politique que Dieu avait mis en place, qui était celle du pouvoir. De quel pouvoir s'agit-il ici? Dieu, en créant l'homme, il lui a donné 3 principes du pouvoir. La première était celle de protéger la terre, la développer, et l'autre qui était le secret même de la fécondité, soyez, multipliez-vous. Et l'autre secret était celle de sécuriser la terre. Donc on voit Dieu, dans sa politique du management, va demander à l'homme de suivre sa politique. Mais entre-temps, Dieu, toujours dans sa bonté, va dire à l'homme, dans cette politique du jardin, il y a 2 arbres, c'est-à-dire il faut faire votre choix. Le choix entre cet arbre qui est devant vous, qui est l'arbre de la vie, et celle qui est l'arbre de la mort. Si vous la prenez, sachez les conséquences. Et déjà, Dieu va instaurer la politique au sein du jardin. Donc, l'homme était devant ses choix. Il devait faire ce que je peux dire aujourd'hui, comme nous allons d'ici là, le 23, faire le choix électoral, choisir la voie qu'il devait suivre. Mais malheureusement, il y avait une autre son de cloche qui est venue et qui a secoué en fait la vision de Dieu, la politique de Dieu qu'il avait sur l'homme, et ces enjeux-là sont venus avec une autre puissance. Cela veut dire que le débat politique est valable dans la chrétienté, puisque la politique nous permet d'exister. Okay, le débat politique est valable dans la chrétienté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des chrétiens peuvent prendre officiellement, des leaders religieux, des leaders chrétiens peuvent prendre des positions sur des questions politiques? Chacun a un pouvoir lui est confié par Dieu. Puisque quand nous regardons ce que Dieu va instituer comme mission, puisque nous devons savoir, si nous voulons parler de la chrétienté, les chrétiens sont sur la terre comme étant 2 ambassadeurs qui ont une mission donnée qui consiste à prêcher le royaume de Dieu. De l'autre côté, nous avons l'État, qui est le gouvernement, dont Dieu les confie une mission spécifique, c'est celle de la jeunesse, de garder et de développer. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? L'autre a
ce qu'on appelle une mission divine, et le chef d'État ou les gouvernements en ont également. Et Christ va répondre sur cette question pineuse, où je ne vais pas entrer dans les débats de la religion, où il va tout simplement régler en disant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Christ a demandé aux chrétiens de participer à la reconstruction politique de la cité, mais tout en se soumettant au gouvernant. Et pas de, ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas protester contre son gouvernement. À vous entendre parler. C'est la démocratie, elle est instaurée par Dieu, et Dieu lui-même a placé les canaux de protestation. Vous avez parlé de soumission, de chrétiens soumis. La soumission, elle est faite par rapport à la loi. Donc, si la loi nous demande d'être soumise, on se soumet. C'est ce que Christ nous demande, et s'il y a des réclamations, il faut les faire conformément à cette loi. Donc, ce n'est pas la soumission, mais c'est l'ordre établi. Donc, il faut marcher sur cet ordre-là. Et un chrétien peut-il manifester pour réclamer un peu plus de démocratie, un peu plus de justice? Bon, ça dépendra, parce que le chrétien peut manifester, mais il doit recevoir l'ordre du gouvernement établi ou du gouverneur qui, en fait, gère sa ville. Ce n'est pas tout à fait interdit aux chrétiens, puisque les chrétiens participent à la construction de la cité, c'est-à-dire qu'il apporte son dû au développement. Donc, mais s'il faudrait en fait manifester, il doit le faire conformément à la loi. Il doit se soustraire à tout ce qui est comme soulèvement contre le pouvoir. Okay. Alors, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Vous avez déjà répondu. Comment démontrer que c'est conforme à la volonté de Dieu qu'un chrétien soit un politique pratiquant, si je peux me permettre l'expression? Conforme à la volonté de Dieu, cela peut se manifester à deux étapes. La première, comme je l'ai dit dès le début, la politique de Dieu pour l'homme et l'homme pour la terre était celle de la croissance, était celle de la protection, était celle de la paix, était celle de la sécurité, était celle de la non-ingérence de sa politique par les forces externes. Alors comment savoir si réellement vous êtes dans le bon chemin? C'est lorsque vous contribuez, vous amenez vos apports d'une manière logique ou d'une manière raisonnable, afin que la nation retrouve son compte. Par exemple, je vais donner un exemple, ce qui se passe actuellement pendant cette période électorale, où l'on trouve certains de nos frères qu'on aime bien qui demandent à certains de nos compatriotes de, je pourrais dire, réclamer le bulletin autre que celle instaurée par la CENI. Là, à ce moment-là, c'est monsieur qui veut en fait envenimer les choses. Il n'est pas dans la logique, excusez-moi, je ne condamne personne, à mon avis, il n'est pas dans la logique de la démocratie constructive ou de la continuité. Il est dans la logique du jet politique, du camouflage politique, qui consiste à tirer les draps vers son côté, à chercher la popularité, à accuser les autres comme s'ils étaient des diables, et lui, il se présente comme le saint des saints, l'unique personne capable à construire la nation. Sans lui, c'est le chaos. Ça, cette manière de voir les choses, déjà, vous met au-dessus des autres. Vous vous voyez déjà comme un Dieu, mais nous, de notre côté, nous disons, avec le programme Shadari, on dit, votez notre programme. Vous comprendrez qu'on est juste dans la logique du programme. Pourquoi vous votez il faut voter Shadari, puisqu'il a un programme. Alors, lorsqu'on dit Shadari, puisque c'est quelqu'un
qui peut-être ne répond pas à certains profils de jeu politique, nous disons aux chrétiens, faites attention, puisque ça, ce sont des pièges de politique qui n'est pas en fait conforme à la foi auquel nous devons pratiquer pour construire notre nation. Pendant longtemps, votre ami politique a reproché à la conférence des évêques catholiques de prendre position contre le pouvoir. En tout cas, nous avons, s'il y a eu des déclarations de la sorte, moi je vous ai dit, lorsque vous m'aviez posé la question de savoir de quelle appartenance j'étais par rapport à la foi, je vous ai dit, je vais vous le dire après. Je crois que là vous me parlez de la religion de l'Église, je pourrais dire romaine, et qui a ses propres logiques et qui vit dans un espace donné, et cet espace-là a également une autorité établie par Dieu et qui doit conduire tout un peuple, y compris même le prêtre qui y sont. Puisque la sécurité des évêques, la sécurité des chrétiens dépendent d'abord également du berger qui est le chef d'État et le gouvernement qui doivent mettre à l'abri, protéger la souveraineté de l'État. Donc, s'il y a eu contradiction, je pense qu'il y a eu par rapport peut-être à la religion et aux doctrines de certaines religions, mais je crois jusque-là, les gens ont compris qu'aujourd'hui, le Congo, la République démocratique du Congo, nous vivons notre foi chrétienne et nous voulons construire la République par rapport à notre foi chrétienne, par rapport à notre environnement, et je crois même que les missionnaires qui sont là pour l'évangile ont compris qu'ils doivent travailler pour le développement afin de réaliser cette parole du Christ qui disait allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais comment y aller? Il faut voir les moyens, il faut construire les infrastructures. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu cette sens élevé du candidat numéro 13. Il est parti à l'église romaine pour dire que je ne suis pas en opposition avec vous, pour dire que mon parti est en fait je peux dire l'ensemble de la majorité qui sont avec moi, et même le président Kabila n'est pas contre l'église. On a juste dit il faut respecter les institutions. S'il y a des réclamations à faire, il y a des canons auxquels on peut les faire. Puisque nous ne vivons pas dans une époque où il y a la guerre des religions, où les chrétiens sont menacés, où les chrétiens sont persécutés par ce qu'on appelait à l'époque de païens, où certaines puissances, je pourrais dire, qui agissaient vers ces cités-là. Mais ici, il s'agit d'une démocratie verte qui doit reconstruire la nation. Donc, nous avons besoin que nos religieux entrent dans cette cohabitation mystique pour, en fait, accomplir la volonté divine qui est de protéger, de développer et de construire. Vous êtes dans le « à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César ». Exactement, c'est cette idéologie auquel j'adhère. Alors, j'ai une autre question. Vous êtes en soutien du candidat Ramazani Shadari qui prône la continuité des œuvres du président Kabila, alors que nous le savons, la majorité de la population vit dans une grande misère, et la majorité d'opposants, puisqu'il y en a au pouvoir, mais ceux qui ne sont pas avec le FCC pensent que le régime de Kabila a échoué. Or, l'une des vertus des chrétiens, c'est de dire la vérité. Est-ce que vous pouvez regarder les gens en face et leur dire la vérité sur ce qui les attend?
En tout cas, c'est pourquoi j'aime beaucoup passer sur Biwat, parce que vous êtes toujours à la recherche de la vérité. Mais la seule question que je me pose, de quelle vérité parlons-nous? Parce que s'il s'agit de la vérité de Dieu pour bâtir la cité, je peux vous répondre d'abord que cette vérité nous demande d'être sincères au fond de nous-mêmes. Et cette sincérité, c'est celle de savoir que la reconstruction d'un État est un processus, et nous étant humains, nous sommes limités par rapport au temps, et la logique nous pousse à admettre cette logique de la continuité. Pourquoi? Puisqu'il y a des choses auxquelles l'autre peut faire et il peut s'arrêter à un moment donné et qu'un autre peut continuer pour le faire. Donc si aujourd'hui on dit que le peuple congolais est dans la misère et il faut chercher la vérité de la foi dans cette misère, déjà on est mal barré. Ah oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire lui-même, le maître auquel je place toute ma confiance, il va dire que je vous apporte ma paix, mais pas comme celle du monde. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est très philosophique là. C'est philosophique, mais ça a un sens du changement. C'est-à-dire que la vérité recherchée par l'humain était polluée par les enjeux politiques. Et la religion également, à un certain moment, avait commencé à jouer le jeu politique. Et lui va venir pour dire, mais là, vous allez à l'encontre de ma mission. Donc aujourd'hui, le chef d'État africain, européen, asiatique, ont comme mission de nourrir son peuple. Et il doit le faire quotidiennement et en fonction, je pourrais dire, des réalités auxquelles il va affronter. Est-ce que nos amis de l'opposition peuvent me regarder en face et me dire la vérité? Si le jour où ils seront chefs de l'État dans ces pays, mais ça sera, ils doivent faire beaucoup d'efforts parce que nous ne les laisserons pas faire, qu'ils vont éradiquer le problème social, qu'avec eux, tous ces raciens blancs, comme la neige. Chacun d'entre eux a présenté un programme ambitieux. Ah, oui, mais nous disons, si vous cherchez les saints dans la politique, par rapport à l'évangile, nous pratiquons notre foi, nous vivons par la foi. C'est-à-dire que la foi nous demande de travailler, de développer. C'est-à-dire que nous devons chasser la misère autour de nous. C'est-à-dire que misère, guerre et consorts doit continuer jusqu'à ce que lui-même, le maître, puisse arrêter cette guerre par son vouloir. Mais en attendant, nous disons, je regarde en face le peuple congolais, je leur dis la vérité politique d'ici que nous avons fait et la misère nous la combattons et qu'après élection du 23 décembre, ensemble avec Emmanuel Ramazani Shadary, mettons-nous ensemble pour transformer le Congo et Dieu sera fier de nous. Comment va-t-il transformer le Congo? Comment on va transformer le Congo? Mais c'est pas l'art en fait de la politique, l'art du programme du développement politique, l'art de la croissance, l'art de la vertu, du respect en fait de deux urnes. C'est-à-dire nous devons ensemble construire cette nation puisqu'elle nous appartient et nous devons nous regarder en face pour dire il faut laisser le jeu politique à côté à un certain moment et se dire non, ce peuple a besoin de nous les politiciens pour transformer cette cité. Ramazani Shadary, son projet de société s'évalue à environ 80 millions de dollars.
la question est vaste, hein, je l'admets, celle de tout à l'heure. Comment va-t-il développer le Congo? Quelles devaient être les priorités d'après vous pour sortir le Congolais du faible pouvoir d'achat et de la pauvreté? En tout cas, le Congolais vit avec moins de $2 ou $1 par jour. Moins de $2. Le vrai problème, nous vivons avec moins de $2. Mais si nous sentons ce choc-là, cela est dû, par exemple, à un certain moment, on est resté après l'indépendance, pendant plusieurs années, dépendant des importations vers l'extérieur. Et le 2% ne convient pas. Pourquoi? Puisque lorsque nous importons tel ou tel produit de l'extérieur, il y a des taxes auxquelles nous devons payer. Et l'homme d'affaires qui importe cela doit également apporter son bénéfice. Et voilà ce que Chadari nous dit. Conformément à la continuité, il dit, nous allons, à travers mon projet, créer les richesses au niveau national, c'est-à-dire appliquer la politique de la transformation et de la création de richesses, et cela va donner du travail. C'est-à-dire qu'avec le même $2 aujourd'hui auquel, par exemple, nous ne pourrions pas faire face puisque nous importons les choses de l'extérieur, mais lorsque nous avons nos propres produits, le $2 deviendra important. Au Congo, on ne produit pas. Au Congo, c'est vrai, on ne produit pas. S'il faut remettre les gens au travail, s'il faut favoriser la création de petites et moyennes entreprises, il faut de l'électricité. Il y a des coins au pays où il n'y a pas d'électricité. Comment faire justement pour augmenter le nombre de Congolais qui ont accès au courant électrique afin qu'ils se développent, qu'ils créent des entreprises? Vous savez, il y a, c'est pourquoi le candidat numéro 13 parle du programme, puisque l'électricité et les infrastructures routières sont le base même du développement. Alors, comment devrions-nous faire? Il dit dans son programme qu'on va cibler 2 provinces, d'abord 2 villes qui seront 2 provinces pilotes où nous allons déjà commencer avec la continuité, bien sûr, ce que le chef a fait, à transformer nos produits agricoles. Nous allons construire des maisons, puisqu'il y a un projet que le chef de l'État avait mis en musique, qui s'appelle projet de développement dans les milieux ruraux, qui consiste en fait à créer et à transformer et à développer. Mais on ne peut pas le faire d'une manière dispersée. Donc on va choisir 5, 6, 7 villes auxquelles on doit travailler avec ces villes-là pour créer des richesses. Et ces richesses qu'on doit maintenant transformer sur place, cela va nous permettre à les évacuer toujours dans d'autres agglomérations au niveau interne. C'est-à-dire que les taxes à payer sur place seront bénéfiques à notre propre développement. Donc d'une manière concrète, Ramazani, si aujourd'hui il est élu, puisqu'il le sera, dans les 100 jours qui vont suivre, on mettra en exécution ces projets du développement dans les milieux ruraux pour en fait créer d'abord, essayer de développer là où il y a déjà l'énergie. Nous allons, avec le lieu où il y en a, essayer de voir comment donner plus d'énergie, c'est-à-dire augmenter les capacités de l'énergie pour nous permettre à transformer ce que nous faisons, en attendant d'acheminer cela à travers le programme du développement qui là lui-même l'a dit, que c'est d'ici 2050, d'ici 2020, si vous nous donnez les temps, voici ce qu'on fera. Alors, l'autre préoccupation, c'est plutôt l'acheminement, vous l'avez évoqué, des produits agricoles vers les centres de consommation. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de route, ou des routes plutôt en piteux état. Qu'est-ce qu'il a promis à ce sujet?
Non, il a dit que nous allons construire, nous allons continuer en fait avec cette politique de la construction des infrastructures, et cela va nous permettre également de prendre en charge le frais de la maintenance de tout ce qu'on a déjà construit, puisque vous savez, lorsque nous avançons avec 10 pas d'avance, mais entre-temps, il y a ce que nous avons construit comme infrastructure, c'est détériore. C'est-à-dire, à un certain moment, nous sommes dans la continuité de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, ce qu'il fera, il y aura de nouvelles routes, mais nous allons cibler les lieux stratégiques. Et ce n'est pas seulement ça, puisque directement dans son programme, il a parlé d'une coopération, je pourrais dire, équilibrée. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on va produire sur place, qu'est-ce qui va se passer? On aura des contrats avec des pays, je parle d'Asie puisque j'y suis, qui vont nous permettre d'exporter nos produits également vers l'extérieur. C'est-à-dire que d'ici 2020, d'ici 2050, tout Congolais qui est à l'étranger, si nous travaillons bien, si nous comprenons que nous devons accompagner notre chef de l'État qui sera élu et éviter les erreurs qu'on a commises à 2006 et à 2011, les choses exactement changeront, et je crois que nous n'allons pas nous plaindre, mais en attendant nous demanderons également à ceux qui ne sont pas encore servis d'être patients, puisque le développement c'est tout un processus, excusez-moi, et nous arriverons partout jusqu'au fin fond de la République. L'autre épine dans le pied des gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, ce sont les routes construites mais qui ne durent pas longtemps. Pendant longtemps, passez-moi la répétition, on a évoqué la nécessité de traduire en justice ceux qui gagnent les marchés de réfection de ces routes-là. Ça a été fait une fois, mais une procédure en justice qui n'avait pas à proprement parler abouti. Qu'il faut-il faire pour qu'il y ait des routes qui durent plus longtemps, comme on le voit ailleurs, 10 ans, 20 ans, avant que les premiers nids de poules n'apparaissent? Ici chez nous, il y a des nids de poules qui apparaissent sur les routes au bout de 3 mois. En tout cas, merci beaucoup. C'est ça, en fait, l'essence de la continuité. Et si vous posez cette question aux gens qui font la recherche, ils vous diront, les scientifiques, que lorsque on est en train de faire aboutir un projet scientifique, par exemple, envoyer le fusée vers je ne sais pas quelle planète, et cela également demande beaucoup d'expérience, beaucoup d'études et beaucoup du temps. Mais nous, déjà depuis 2006, lorsque le chef de l'État a commencé avec le 5 chantiers pour reconstruire la nation, c'est-à-dire que nous avons fait avec nos moyens de bord, avec les partenaires qui nous accompagnaient. Mais il y a aussi quelque chose de très important que nous devons souligner, c'est-à-dire que les routes, on prend soin de ces routes-là. Ce que je viens de dire, de la maintenance, que ce soit la maison qu'on va construire, ça a besoin d'être maintenu à son état habituel. C'est comme l'homme, à un certain moment, il faut chaque fin d'année aller à l'hôpital faire les check-ins de votre santé, voir là où ça ne va pas, pour essayer d'équilibrer votre santé. C'est-à-dire que c'est tout un budget qu'il faut allouer sur ces problèmes de maintenance des routes, et entre-temps, on ne peut pas toujours à 100% donner tort au partenaire, par exemple, qui vient construire une route puisqu'il ne la construit pas pour qu'elle soit détruite. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un problème juridique entre on attend des poursuites judiciaires contre justement ces partenaires, comme vous les appelez, oui, qui ne construisent pas des bonnes routes. Bon, s'il y a des partenaires qui ne construisent pas de bonnes routes, ils seront poursuivis, et je crois que... le cas de l'avenue Sayou dans la commune de Kassavou par exemple, parce que je la connais, j'y passe de temps en temps, et cette route elle a été refaite il n'y a même pas une année si je ne me trompe pas, l'avenue Ngouma, pas loin d'ici. Je vais vous dire une chose. Rien que ces deux-là, l'avenue Université. Je vais vous dire une chose, et c'est la vérité, ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Nous sommes dans un pays climatique où
la pluie et certaines, je pourrais dire, situations naturelles font de sorte que tout ce que nous construisons, des fois par exemple comme des routes, il y a des ravins qui viennent de partout par exemple et qui peuvent endommager ce que nous avons mis autant de millions pour en construire. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que avec cette maturité de la reconstruction que nous avons, que nous aurons à fur et à mesure, nos techniciens, nos ingénieurs demain construiront des routes qui vont s'adapter à notre environnement, c'est-à-dire à notre, je pourrais dire, à nos météos. C'est-à-dire que demain et après-demain, nous allons, avec les villes, la météo n'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. On n'a pas plutôt évoqué l'incivilité. Ça c'est un problème. Les caniveaux sont devenus des poubelles publiques. Je viens avec petit à petit. En Congo, à Kinshasa, il n'y a pas de poubelle publique. Oui. Résultat, le Quinois, il jette ses ordures dans les caniveaux, apparemment parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et les caniveaux se remplissent d'ordures. Quand la pluie arrive, les eaux débordent sur la chaussée et c'est mal barré. Oui, c'est pourquoi je disais on va aller avec petit à petit, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il faut traiter au même moment. L'incivilité des citoyens. Je pense qu'il y a un problème. Il n'y a pas de répression. Je pense que les chefs, ceux qui dirigent le ville, à ce moment nous écoutent, et je crois que je vais donner, excusez-moi le terme, l'exemple de la ville de Kinshasa, où à 2000, c'est pas loin, où il a signé un contrat avec le plus grand société du monde sur la planification de la ville qui est sous le banner international. L'objectif était en fait de faire le master plan de la ville. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelles que soient les mesures qu'on peut prendre, si on n'arrive pas à faire le master plan d'une ville, c'est chaotique. Même les problèmes de déchets, on ne va pas les résoudre. C'est-à-dire que c'est pourquoi Emmanuel Ramazani Shadari part dans son programme de voir comment il va régler tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, le problème des déchets est lié en fait au nombre d'une population d'un État. Combien de poubelles allons-nous mettre en place pour la ville? Ça, c'est la première question. Mais cette question, on la répond par quoi? On la répond par la politique de ce qu'on appelle comment on appelle ça, il faut mettre en place, il faut en fait étudier pour savoir on a combien, la population congolaise est de combien. C'est-à-dire il faut faire. La ville de Kinshasa, par exemple, elle seule compterait, ce sont des chiffres approximatifs, 14 millions d'habitants. Or, Kinshasa n'a pas été construit pour 14 millions d'habitants. Oui. Au départ, en fait, j'ai parlé de recensement, en fait. Okay. Le recensement nous permet exactement de savoir que Kinshasa aujourd'hui ne répond plus aux mêmes conditions qu'hier, c'est-à-dire qu'on a plus de monde aujourd'hui qu'avant. Alors, il faut combien de poubelles? Il faut combien de déchets? Est-ce que ces déchets, on va les jeter où? Même le fleuve Congo ne suffit plus. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faut traiter ces déchets et lui donner d'autres valeurs. On ne va pas encourager les gens à jeter. Nous n'encourageons pas. Nous disons d'abord les problèmes de fléau, ce qui est réel. C'est pourquoi Emmanuel Ramazani Shadari est là pour continuer. Et entre-temps, le gouverneur de ville, ils vont éduquer également la population de savoir que nous avons déjà les problèmes des déchets partout. Qu'est-ce qu'il faudra? On doit se prendre en charge, chercher là où il y a des poubelles, souffrez avec les déchets que vous avez, trouver là où il y a des poubelles et jeter. Et entre-temps, il y aura des gens qui viendront les récupérer. Ça également, ça fait partie du programme de développement. Puisque on doit partir avec ce que nous avons. C'est pourquoi moi j'ai dit aussi, je n'ai jamais vu un État au monde qui se développe ou qui se développe au même moment avec la mentalité de son peuple. C'est rare. Laissez-moi vous le dire, c'est choquant, mais c'est la vérité, puisque les développements précèdent toujours. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Avec l'éducation qui suit, avec les infrastructures qui sont construites, on les apprend comment les utiliser.
Donc c'est pourquoi nous, dans ce programme, nous disons, il y a des problèmes de déchets, il y a les problèmes de ceci, nous allons construire les infrastructures, nous comprenons qu'il y a un flux de la population et nous devons faire un programme. Un exemple, juste un exemple de transport, sur les transports. Combien de bus on peut mettre pour la ville de Kinshasa? Et nous disons que nous estimons qu'il y a autant de gens dans la ville. Et c'est juste une estimation provisoire. Mais si je dis, je vais mettre combien de bus pour la ligne, par exemple, de la Gombe jusqu'à... Je dois mettre 50 bus, 100 bus. Mais pour combien de personnes qui vont en Galliema? Est-ce qu'on connaît? C'est-à-dire que nous avons un problème. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, les statistiques, les chiffres sont imaginaires. Et ça posait même les problèmes lorsqu'on proclame les élections. Chacun s'est dit qu'il est gagnant. Mais avec elle, il dit, je suis le premier avec 60% et l'autre a échoué. Mais avec quel chiffre? Puisque lorsqu'on les a demandé, je ne sais pas si c'est à 2000 combien, qu'on pouvait faire les recensements, ils ont mal compris. Il y a eu des troubles. Ils ont dit qu'ils voulaient glissement échanger la constitution. C'est-à-dire demain ou après-demain, tous ces gens-là vont revenir pour dire, en tout cas, Kabila avait raison. Il avait raison aussi de dire qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Mais est-ce qu'on peut comprendre? Il l'a regretté. Par là, je voudrais poser cette question. D'accord. Êtes-vous de l'avis de ceux qui estiment qu'il faut les états généraux de l'homme congolais pour changer les mentalités, pour tenter de changer les mentalités? Non, moi je ne souhaiterais pas donner l'exemple comme s'il y a un désespoir dans le changement du Congolais. C'est parce que le chef de l'État voulait dire, on l'a mal compris. Et le chef de l'État a juste voulu créer un choc dans la tête des Congolais pour qu'ils comprennent qu'ils sont d'abord Congo. Vous voyez, avant de devenir un autre État qui n'a pas voulu citer. C'était quoi la philosophie du Congo? C'est-à-dire, c'était le développement, c'était le changement que Lumumba a milité et c'est ce que Mosé a voulu mettre en place et c'est ce que Joseph Kabila veut mettre en place et c'est ce que Emmanuel Ramazani veut continuer sur cet élan. Donc ce n'était pas, je pourrais dire, une déclaration de faiblesse, mais c'était juste une interpellation pour dire nous sommes un grand peuple, nous devons nous prendre en charge, on doit changer notre manière de voir la démocratie, on doit changer notre manière de faire de la politique, puisque le peuple a besoin de nous. Il s'est adressé surtout aux opposants. Okay. On a terminé. Stéphane Bouansa, responsable du PPRD en Chine, où il vit depuis plus de 10 ans, soutien d'Emmanuel Shadari, candidat du FCC à l'élection présidentielle. Une conclusion en 2-3 mots. Merci. La conclusion que je peux aujourd'hui aborder va aller dans le sens du programme et de la politique. Et je demande à tous ceux qui se sentent aujourd'hui chrétiens ou religieux de voter et de ne pas douter, puisque un chrétien a en fait ce droit du vote. Et j'ai amené avec moi, pour ne pas trop vous prendre du temps, il y a un livre sur la loi électorale, sur le 4e article, il dit le vote est un droit civique. Tout Congolais de l'un ou de l'autre sexe âgé de 18 ans au moins est appelé à y prendre part. C'est-à-dire que si tu es chrétien, je vous demande de sortir de vos maisons et d'aller aux urnes pour sanctionner tous ceux qui veulent apporter dans notre environnement le système de jeu politique et non de la politique de la reconstruction. D'où nous devons les savoir, ils sont instables dans leur comportement, ils changent du jour au lendemain avec des discours incendiaires. Mais c'est nos frères, on doit les aimer, mais votons utile. Moi, je vote et je voterai pour Emmanuel. Je voterai pour Emmanuel Ramazani Shadari, pas puisqu'il est le plus saint de tous les saints du Congo, mais puisque son programme me convainc et j'adhère. Votons Emmanuel Ramazani Shadari. Je vous remercie. Merci beaucoup.
bien. Et avant votre appel à voter pour Emmanuel Shadari, moi je vais noter cet appel au calme parce que de plus en plus la tension monte entre les deux camps et on a tous intérêt à ce que l'élection dimanche prochain, 23 décembre 2018, se déroule dans le calme sur toute l'étendue du territoire national. C'est le vœu de tout le monde. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un débriefing et demain en rediffusion, demain jeudi à 7h15, vendredi 7h15 en rediffusion sur Canal Sat et 9h15 vendredi sur le Big One local seulement. On termine par le selfie, merci. On est sur cette caméra là, vous regardez le téléphone. Comment on dit à mercredi prochain en chinois? 7 au 5. Merci beaucoup. Merci beaucoup.